Quand tu vois que Matt Armstrong a acheté une voiture dont l'apparence extérieure est parfaitement intacte, sache qu'il va énormément en baver pendant le processus de réparation. Ici, cette version-là a été entièrement immergée sous l'eau. Elle est équipée d'un puissant moteur allemand V8, associé à une marque anglaise d'une élégance exceptionnelle. Voyons ensemble le parcours de réparation du requin anglais, l'Aston Martin DBX, modèle année 2023. Mais avant de commencer, assure-toi d'être abonné à la chaîne. Concernant la voiture présentée dans cette vidéo, son état extérieur paraît impeccable, mais cela ne constitue absolument pas une preuve qu'elle est en bon état, surtout quand on sait qu'elle a été submergée et que le moteur lui-même était sous l'eau. Matt a acheté cette version en sachant parfaitement que le risque était énorme. Cependant, des voitures comme celle-ci peuvent parfois représenter une véritable opportunité, d'autant plus que leur prix est généralement très bas. De manière logique et prévisible, elle n'est pas en état de fonctionner et il ne s'en rend compte qu'au moment de la réception. Lorsqu'elle arrive, il la fait entrer à l'atelier et commence alors à examiner ce qui se passe sous le capot. De nombreuses pièces sont démontées et ne sont pas à leur place, ce qui est très probablement dû à une tentative de démarrage effectuée lorsque le véhicule était encore à la vente aux enchères. Mais le point le plus important, et celui qui peut vraiment rassurer, c'est de vérifier que l'eau n'est pas entrée dans les cylindres pendant qu'on essayait de la faire fonctionner. Car dans ce cas-là, comme on le sait bien, une véritable catastrophe peut se produire à l'intérieur du moteur, avec des conséquences très graves. Les pistons peuvent se briser et même les bielles peuvent se tordre ou casser. Et cela s'explique par le fait qu'aucun moteur au monde n'est capable de supporter ou de comprimer des liquides. La plupart des pièces démontées se trouvaient dans le coffre de la voiture. Les bobines d'allumage et les bougies avaient toutes été mises de côté. Ils commencent alors à travailler sur le véhicule. La première pièce qu'il démonte est le renfort avant. Puis il retire le cache plastique du moteur. Il enlève les collecteurs encore en place et la toute première étape consiste à vérifier l'état des cylindres à l'intérieur. La majorité des cylindres n'étaient pas dans un très bon état. Il était clair qu'il y avait de la corrosion due à l'eau. Cependant, le 7e cylindre était de loin le plus endommagé. Il est évidemment impossible d'essayer de démarrer la voiture dans un tel état car cela risquerait de détruire les parois des cylindres ou les segments et de l'exposer à un risque extrêmement élevé. C'est pour cette raison qu'il soulève le véhicule, démonte, puis retire le carter de protection. Ensuite, il vidange l'huile afin d'observer la situation à l'intérieur du moteur. La première chose qu'il constate après avoir retiré le bouchon de vidange, c'est l'écoulement d'une petite quantité d'eau. De manière logique, l'eau se trouve en dessous et l'huile au-dessus. Lorsque l'huile commence à s'écouler, il est évident que son état est loin d'être bon. Elle a un aspect laiteux, comme on dit. Il démonte ensuite le filtre à huile qui présente exactement le même état. Malheureusement, tout cela réduit les chances de sauver ce moteur, mais il reste encore à voir ce qui va se passer avant de porter un jugement définitif. Il passe ensuite à la boîte de vitesse et démonte le bouchon de vidange. Celle-ci est en bon état et aucune trace d'eau ne s'est infiltrée à l'intérieur. Ainsi, très rapidement, il commence à travailler sur la voiture et démonte le système d'échappement. Presque chaque élément qu'il retire contient de l'eau à l'intérieur. Une fois la partie échappement terminée, il commence à désaccoupler l'arbre de transmission de la boîte de vitesse, lequel est fixé par 4 boulons. À l'aide d'une clé dynamométrique, son père commence à desserrer les boulons, tandis que Matt bloque les roues arrière afin qu'elles ne tournent pas. Ils déconnectent ensuite la colonne de direction de la crémaillère afin que tout soit prêt lorsqu'ils démonteront le berceau qui sera légèrement abaissé. Ils retirent les roues ainsi que les protections autour du carter. Après avoir démonté les éléments concernés, il enlève les étriers de frein puis retire le pare-choc de sa place. Une fois celui-ci déposé, la vue à l'avant devient parfaitement dégagée. Il débranche alors tous les fils et câbles du moteur qui sont fixés à la carrosserie. À ce moment-là, son père démontait le reste des composants du système de suspension de leurs emplacements. Bien sûr, il ne faut pas oublier les durites de refroidissement reliées aux radiateurs de refroidissement et d'huile à l'avant, qui doivent toutes être déconnectées afin qu'elles descendent avec le moteur. Il procède également à la récupération du gaz réfrigérant du circuit de climatisation à l'aide d'un appareil spécialement conçu à cet effet. La dernière étape consiste à débrancher la conduite d'alimentation en carburant qui entre dans le moteur. De cette manière, tout est prêt pour démonter les boulons du sous-châssis. Il commence par les desserrer légèrement afin de faciliter l'opération au moment de descendre l'ensemble, après avoir correctement réparti les supports de fixation à leurs emplacements.
Ils descendent l'ensemble et à ce stade commence un travail extrêmement délicat car il est très facile de casser une pièce ou même de laisser tomber le moteur sur le sol. Après un certain temps de travail, le moteur et la boîte de vitesse sont enfin séparés de la voiture. La suite du travail consiste à démonter la boîte de vitesse et à la séparer du moteur. Cette étape ne leur prend pas beaucoup de temps, ce qui leur permet ensuite de se concentrer sur la partie pour laquelle tout ce travail a été effectué, le moteur, afin d'évaluer l'ampleur des dégâts causés par l'eau. Ils commencent d'abord par démonter les turbocompresseurs du moteur, puis, de manière logique, ils retirent leurs échangeurs refroidisseurs. Ensuite, il effectue un petit test pour vérifier l'état intérieur du moteur et des cylindres, notamment le niveau de corrosion. S'agit-il d'une corrosion importante ou simplement d'une fine couche pouvant être éliminée? En effet, ce problème peut endommager l'ensemble des cylindres et provoquer des rayures sur leurs parois. Mais en réalité, la situation n'est généralement pas bonne. Il fixe une clé dynamométrique sur la poulie du vilebrequin et tente de la faire tourner, mais l'opération s'avère anormalement difficile. Cela leur fait fortement suspecter un problème au niveau des bielles. Il poursuit alors le démontage en retirant le couvre-culasse, puis démonte les arbres à cames de chaque côté afin de pouvoir accéder aux vis de fixation de la culasse. Après avoir desserré ces vis, il soulève la culasse de sa place. Le spectacle est choquant. Une quantité massive de rouille est présente à cause de l'eau. Dans cet état, le bloc moteur n'est plus réutilisable et nécessitera très probablement un remplacement par un neuf. Bien sûr, l'autre côté du moteur n'était pas très différent. Malgré cela, Matt a décidé de continuer à travailler sur ce moteur. Mais avant toute chose, il devait confirmer tous ses doutes concernant la bielle et déterminer si elle était réellement la cause du blocage du moteur. Il a donc commencé le démontage et a retourné le moteur afin de tout démonter et d'attendre le problème qu'il soupçonnait. Il a retiré le carter d'huile ainsi que les composants situés en dessous. Rien qu'en regardant, il était évident qu'un piston était en cause. Il desserre ses vis de fixation sur le vilebrequin et le retire du cylindre, et le problème devient alors parfaitement clair. Dès que ce piston est retiré, le mouvement du moteur redevient presque normal. Cependant, il est certain que l'état des autres cylindres n'est pas meilleur et que le bloc moteur devra entièrement être remplacé. C'est là que commence l'hésitation pour Matt. Lorsqu'il a cherché un bloc moteur ou même un moteur complet d'occasion pour ce modèle, il n'a rien trouvé. Lorsqu'il a contacté le concessionnaire officiel de la marque, on lui a indiqué qu'il pouvait lui fournir les composants internes du moteur, tels que les pistons et la bielle défectueuse, mais pas le bloc moteur seul. Celui-ci n'est disponible qu'avec la vente d'un moteur complet, dont le coût dépasserait largement son budget, pour atteindre environ 84 000 $. Honnêtement, c'est un chiffre totalement démesuré pour un moteur de ce type, même s'il est très puissant. À ce stade, deux options s'offrent à lui. Soit tenter de réparer l'ancien bloc, mais cette solution nécessiterait de remplacer énormément de pièces car l'alésage des cylindres changerait inévitablement après les travaux qui devraient être réalisés dessus. Soit il achète un moteur d'Aston Martin Vantage ou un moteur Mercedes T63. Et bien sûr, d'occasion. En effet, le moteur monté sur ces versions est le Mercedes AMG M177, que l'on retrouve également sur d'autres modèles sportifs de Mercedes et d'Aston Martin. La seule différence entre la chaîne cinématique de la Vantage et celle de la DBX réside dans le type de transmission. La DBX est équipée d'une transmission intégrale, tandis que la Vantage est à propulsion arrière. Cette différence se reflète dans la partie inférieure du moteur qui comporte une ouverture permettant le passage de l'arbre de transmission. Ainsi, s'il décidait d'acheter ce moteur, il devrait modifier certains éléments. Après un moment de réflexion, il a finalement opté pour une solution complètement différente et a acheté un moteur de Mercedes GLC car celui-ci est d'origine en transmission intégrale. Cependant, deux problèmes se posaient. Le premier est qu'il n'était pas sûr à 100% que ce moteur s'adapterait parfaitement à la voiture. Le second, bien que moins critique, concerne la différence de puissance. Ce moteur développe 610 chevaux, soit légèrement moins que celui d'origine monté sur la voiture. Le plan est donc désormais de démonter tous les accessoires et les turbocompresseurs, puis de les installer sur le nouveau moteur. Il a effectivement commencé le travail et a démonté l'ensemble des composants du moteur du GLC. Mais après un certain temps, il a remarqué qu'il existait des différences entre les pièces qu'il avait retirées et celles de l'Aston Martin.
La différence était clairement visible au niveau du couvre-culasse et des arbres à cames. C'était évidemment une mauvaise nouvelle, et le niveau de risque a commencé à augmenter. En effet, s'il décidait d'ouvrir le moteur afin de récupérer le bloc, il ne pourrait plus le retourner au vendeur d'origine et récupérer son argent. Il risquait donc de tout perdre, surtout si le bloc s'avérait lui aussi différent. Mais à ce stade, il n'avait pratiquement plus d'autre solution. Il commence alors à desserrer les vis de la culasse, menant à ce moment décisif. Le résultat ne correspondait absolument pas à ce qu'il avait prévu. Tout était différent sur ce moteur par rapport à celui de l'Aston Martin. Il tente malgré tout une nouvelle vérification. Il retourne le moteur et démonte le carter d'huile afin d'accéder au code des biais pour vérifier s'il correspond à celui de l'Aston Martin ou non. Là encore, le code est différent. Malgré ces différences, il décide de continuer, dans l'espoir que le bloc moteur puisse malgré tout être utilisé. Avec beaucoup d'enthousiasme, il découvre finalement que ce bloc peut effectivement être monté sur cette version et fonctionner, mais uniquement en utilisant l'ensemble des composants internes du moteur Aston Martin, le vilebrequin, les pistons et les biais, tous provenant de l'ancien moteur. Il se met alors immédiatement au travail, sans perdre de temps. La première étape consiste à nettoyer soigneusement le moteur après tout le démontage effectué. Ensuite, il entame les véritables étapes du remontage. La toute première pièce à installer sera naturellement les coussinets sur lesquels le vilebrequin prendra appui. Pour commander ces pièces et les obtenir avec les spécifications exactes, il doit impérativement s'assurer du code correspondant à chaque piston. Sur ce moteur, tous les codes sont composés de 2 chiffres, et le deuxième chiffre indique une couleur spécifique dans le manuel d'entretien, en l'occurrence le jaune. Cette couleur détermine et précise l'épaisseur ainsi que le jeu correct requis pour les coussinets, également appelés paliers, bearings. Une fois cette information confirmée, il commence à retirer chaque coussinet et à installer le nouveau à sa place. L'étape suivante consiste à monter les gicleurs d'huile, qui sont positionnés sous les pistons, afin d'assurer un meilleur refroidissement et une lubrification plus efficace. Vient ensuite le tour du vilebrequin, mais avant de l'installer, il doit être soigneusement nettoyé. C'est à ce moment-là qu'un problème apparaît. Son père remarque la présence de rouille sur le vilebrequin lui-même. Cette situation représente un véritable défi, car avec le temps, ce problème risque de s'aggraver et de provoquer un déséquilibre, ce qui affecterait inévitablement les performances du moteur. Plusieurs solutions s'offrent alors à lui. La première consiste à confier le vilebrequin à un atelier de rectification afin de le réparer. La seconde serait d'installer le vilebrequin d'origine Mercedes sur le moteur. Cependant, le problème est que le vilebrequin Mercedes est plus lourd et fonctionne à des régimes et des plages de RPM différents. Il décide donc de prendre le vilebrequin et de l'emmener chez un spécialiste afin d'évaluer la meilleure manière de procéder. Après 4 heures de route, ils arrivent sur place et font examiner le vilebrequin. L'ingénieur leur confirme qu'il n'y a en réalité aucun problème susceptible de provoquer un défaut. Il s'agit simplement d'une fine couche superficielle qui peut disparaître grâce à l'huile déjà présente dans le moteur. Plein d'enthousiasme, il retourne alors à l'atelier et reprend le travail. Il installe le vilebrequin à sa position normale. L'étape suivante consiste à monter les éléments de maintien dans lesquels les pièces venant soutenir le vilebrequin seront fixées. Il positionne chaque élément à sa place, puis, à l'aide d'une clé dynamométrique, il serre les boulons de fixation. Chaque boulon nécessite un couple différent selon son emplacement, allant de 25 à 30 Nm, suivi d'un serrage angulaire de 90 degrés. Une fois cette étape terminée, il passe au piston. Vu leur état, il est évident qu'il faudrait remplacer les segments ou segments de piston qui entourent chaque piston. Cependant, il constate que le piston complet est vendu à environ 930 $ l'unité, ce qui représente un coût important pour un moteur V8. Il décide donc de tenter de faire fonctionner le moteur avec les anciens segments. Avant d'envisager cela, il devait impérativement les nettoyer très soigneusement. Il fallait également mesurer le jeu des segments afin de s'assurer qu'il n'y avait aucun problème ou usure excessive par rapport aux spécifications d'origine. Après vérification, il découvre que le jeu requis doit se situer entre 0,3 mm et 0,5 mm au maximum. Il place donc le segment à l'intérieur du cylindre et commence à mesurer l'espace à l'aide d'une jauge d'épaisseur, filler gauge.
La mesure se situe exactement dans la plage recommandée pour ce moteur. Ainsi, le premier cylindre est correct et ne présente aucun problème. Il répète ensuite la même opération pour tous les segments et tous les pistons. Une fois terminé, il les remonte sur chaque piston et, pour plus de sécurité, il prend de nouveau les mesures. Elles sont toutes conformes et ne présentent aucun défaut. Après ces tests, tous les segments sont correctement ajustés et aucun risque de fuite n'est à craindre. Il poursuit le montage et remarque un repère en forme de flèche sur le bas des pistons ou des bielles qui indique le sens correct d'installation sur le vilebrequin, c'est-à-dire la première partie d'où le mouvement du moteur démarre. Il commence alors à rassembler tous les segments à l'aide d'un petit outil pour les insérer dans le cylindre sans les casser ni créer de friction. Une fois cette étape terminée, il retourne le moteur pour fixer les bielles et le vilebrequin. Il installe ensuite le support sur lequel les autres coussinets sont fixés, puis positionne tous les pistons. Le dernier piston pose un problème. Il nécessite une nouvelle bielle. Il achète donc une bielle neuve d'Aston Martin et commence à la remplacer. La première étape consiste à retirer la bague de fixation, puis à la positionner correctement. Ensuite, il enlève le boulon de fixation et la différence entre l'ancienne et la nouvelle bielle devient immédiatement visible. Avec beaucoup d'enthousiasme, il commence à remplacer et à installer la nouvelle bielle à sa place, la fixant correctement avant de la monter de la même manière sur le bloc moteur. À ce stade, le travail avance très bien. La prochaine étape est cruciale et doit être réalisée avec une extrême précision. Il s'agit du montage des courroies du moteur. Pour s'assurer que tout soit parfaitement aligné, il consulte le schéma du moteur. Il commence par la petite courroie, celle de la pompe à huile, qu'il installe à sa place en fixant les tendeurs sur les côtés pour les maintenir prêts. Ensuite, il prépare la pompe en y versant un peu d'huile, exactement comme le préconise le manuel. Il serre ses boulons, puis installe les autres éléments, le carter d'huile ainsi que le nouveau filtre. Avec cela, le travail sur la partie inférieure du moteur est terminé et il est prêt à retourner le moteur pour travailler sur la partie supérieure. Il passe alors aux culasses. À ce stade, il n'était pas certain que les pièces de la DBX puissent convenir, donc il décide d'utiliser celles du moteur Mercedes, ce qui constitue un moment important et décisif pour lui. Il commence par installer le joint de culasse de la DBX, puis fixe la culasse à sa place. Il remplace tous les boulons de culasse par des neufs et le montage se fait correctement, chaque boulon étant bien serré. Une fois cette étape terminée, le moteur est prêt pour le niveau suivant qui exige encore plus de précision, le montage des arbres à cames à leur position exacte. Avant cela, il installe la poulie de distribution sur le moteur, puis fixe chaque arbre à cames à sa position. Il retire les pignons afin de pouvoir monter correctement la courroie de distribution. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que le kit destiné à régler le calage du moteur n'est pas compatible avec l'Aston Martin. Il tente de trouver un kit approprié, mais en vain, et le fabricant ne le vend pas directement. Il ne lui reste alors que deux solutions. Soit trouver quelqu'un possédant le kit et l'emprunter, soit faire fabriquer un kit sur mesure pour ce moteur, ce qui serait coûteux et dont le résultat ne serait pas garanti. Il continue ses recherches sur Internet et découvre que les arbres à cames du Mercedes AMG 63 ont les mêmes dimensions que ceux de l'Aston Martin qu'il possède. Rapidement, il contacte Mercedes et leur demande la fabrication exacte des arbres à cames dont il a besoin. Il envoie toutes les spécifications nécessaires et ils lui répondent qu'ils vont traiter sa demande. Cependant, les nouvelles ne sont pas très encourageantes. Les outils dont il a besoin ne sont pas disponibles immédiatement. On lui indique qu'il peut les commander depuis l'Allemagne, mais cela implique un coût important et un délai conséquent. Chaque pièce coûte environ 1 000 $. Il en a besoin d'au moins 4 et la livraison pourrait prendre entre 1 semaine et 1 mois. Face à cette situation, Matt décide finalement de prendre le risque et de se rendre directement chez son ami dans l'atelier de rectification pour trouver une solution sur place. Pour tenter de résoudre ce problème, il trouve finalement une solution. Retirer une petite partie des côtés, souder un autre métal, puis recalibrer les dimensions depuis le début. Après plusieurs essais, l'opération réussit et Matt est très satisfait de cette réussite. Il commence immédiatement le montage en installant toutes les pièces du kit sur les arbres à cames au nombre de 4. Il fixe également les tendeurs de la chaîne pour qu'ils restent en place et ne puissent pas être installés incorrectement par la suite.
Ensuite, il tourne le moteur jusqu'à ce que le calage de la moitié inférieure corresponde parfaitement à la moitié supérieure. Une fois que tout est correctement aligné, il lubrifie les arbres à cames et applique un silicone thermique qu'il fixe soigneusement. Il installe ensuite le capteur correspondant et veille à le sceller également avec du silicone. Après avoir terminé, il effectue un dernier test de rotation pour s'assurer que le calage est correct. À ce stade, le moteur doit tourner de manière douce, sans aucun bruit supplémentaire. Enfin, après tout ce travail, le moteur est complètement assemblé et toutes les pièces sont en place. L'étape suivante consiste à monter les turbocompresseurs, leurs conduits et les bougies, ainsi que le faisceau moteur pour connecter tous les capteurs. Il installe ensuite les échangeurs radiateurs du turbo à leur emplacement. La prochaine étape sera le montage du vilebrequin secondaire. Sur ce type de véhicule, et plus généralement sur les voitures modernes à transmission intégrale, ce vilebrequin est placé différemment, près du moteur, en raison de la configuration de la transmission intégrale. Il le remplit d'huile jusqu'à ce qu'elle commence à s'écouler, puis le ferme. À ce stade, le moteur est entièrement assemblé et tout est en ordre. La prochaine étape consiste à fixer le moteur sur le sous-châssis, subframe. Il le descend sur le châssis et le fixe avec 3 boulons de chaque côté. Matt explique que dans cette étape, la dernière chose que l'on souhaite voir est une fuite d'huile à l'endroit situé entre le moteur et la boîte de vitesse. Pour sécuriser cette zone, il applique du silicone afin d'assurer l'étanchéité et le fixe correctement, car cette partie constitue le lien entre les deux composants les plus importants de la voiture. Après avoir monté ce pignon, il installe ensuite le convertisseur de couple, que certains appellent familièrement la pastèque, et immédiatement après, il pose la boîte de vitesse et la fixe de tous les côtés avec ses boulons. Pour éviter de reproduire l'erreur qu'il avait faite sur son Rolls-Royce, Matt décide d'essayer d'abord le démarreur pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il n'a pas été endommagé par l'eau. Il branche les câbles et le teste. Il fonctionne parfaitement, avec un bruit doux et normal. Il l'installe ensuite à sa place. Il continue le montage en fixant le reste du système d'échappement, les isolants thermiques et toutes les autres pièces. Ainsi, le montage du moteur est terminé. Enfin, il descend la carrosserie sur le subframe, ajuste tous les passages de boulons à leur emplacement, puis assemble les boulons avec le châssis de la voiture. Le moteur et le subframe sont maintenant correctement installés et en place. Il soulève ensuite la voiture et installe le système d'échappement, puis le cardan. La carrosserie est descendue et il commence à monter les durites de refroidissement, à la fois pour l'entrée et la sortie, et raccorde le ventilateur, en le fixant à la carrosserie principale. Ensuite, il installe les disques de frein et les étriers à leur emplacement. Il relève à nouveau la DBX pour vérifier l'état en dessous, en particulier autour de la zone de la boîte de vitesse. Il remplit ensuite l'huile moteur. Pour cette version et ce moteur V8, il faut 9,5 litres d'huile. Il déconnecte temporairement la conduite d'alimentation en carburant afin que l'huile circule correctement et atteigne toutes les pièces avant de démarrer. Enfin, il monte à l'intérieur de la voiture et appuie sur le bouton de démarrage pendant quelques secondes, puis reconnecte la conduite de carburant et la fixe correctement. Son père entre à son tour dans l'habitacle et appuie sur le bouton de démarrage. Come on! Le moteur puissant se met en marche. Matt reste bouche bée, incrédule. Malgré toutes les pièces différentes qui ont été montées, le moteur fonctionne parfaitement et de manière complètement naturelle. Le calage du moteur est parfait et le son de la voiture est naturel et doux, comme si elle était neuve. L'ensemble du processus est évidemment très excitant, surtout compte tenu de la puissance de ce modèle et de la complexité des réparations. L'étape suivante consiste à remplir le circuit de refroidissement avec de l'eau, en utilisant un souffleur électrique pour que le liquide atteigne chaque recoin du circuit. Il commence par remplir le réservoir de réserve et normalement, l'eau devrait sortir de l'autre côté au niveau du radiateur. Mais rien ne sort. Il pense alors que le problème peut venir de la vanne de régulation du circuit de refroidissement qui s'ouvre ou se ferme selon les besoins. Il met donc le moteur en marche et le laisse chauffer jusqu'à sa température normale, puis essaie à nouveau. Mais toujours rien ne sort du radiateur. Il réfléchit à une autre cause possible et remarque cette fois-ci que la pompe fait un bruit très fort. Il retire donc le tuyau de la pompe pour laisser sortir l'air emprisonné. Et l'astuce fonctionne. Le circuit commence à circuler correctement.
Il relève ensuite la voiture pour remplir l'huile de la boîte de vitesse jusqu'à ce que l'excédent s'écoule, puis referme les carters des roues. Il installe également la roue avant à sa place et la fixe avant de reposer la voiture au sol. Il démarre alors le moteur et un défaut apparaît, provenant du système de suspension. Il vérifie le système et découvre qu'une fiche d'un capteur était déconnectée. Après l'avoir reconnectée, le problème disparaît immédiatement et le système de suspension fonctionne normalement. Cependant, la hauteur de chaque côté n'était pas égale, ce qui pouvait indiquer que la voiture avait besoin d'un reset du système de suspension. Pour vérifier avant de tirer des conclusions, Matt la connecte à un appareil de diagnostic. Il configure la voiture sur le système comme s'il s'agissait d'une Mercedes AMG GT et entre toutes les données. L'appareil détecte 2 erreurs, dont l'une est liée à la batterie 48 volts du système de stabilisation anti-retournement, appelé e-roll, qui permet à la suspension de s'ajuster automatiquement pour équilibrer la voiture en cas d'inclinaison. Cette batterie était défaillante et faible, nécessitant un remplacement. Pour sécuriser l'opération, il commande une batterie standard de 12 volts car la 48 volts était beaucoup plus coûteuse. Le lendemain, la batterie arrive et son père retire l'ancienne pour installer la nouvelle. La voiture démarre, mais les défauts apparaissent toujours sur l'ordinateur. Avant de juger, ils doivent effacer les codes d'erreur et effectuer un test drive rapide qui montre que l'état général de la voiture est très bon. Le jour suivant, il ouvre le coffre et mesure la tension de la nouvelle batterie 48 volts, mais elle est inférieure à la normale. Il essaie de la charger pour la faire fonctionner correctement, mais cela ne fonctionne pas. Il est finalement obligé de la remplacer. Cette partie n'a pas été filmée, mais avec cela, la réparation complète de ce modèle magnifique et très puissant est terminée. En résumé, le calage, la mécanique et tous les systèmes fonctionnent parfaitement et la voiture est prête. Concernant le risque initial, pour Matt, il était accepté, compte tenu du potentiel de la voiture et de la possibilité d'acquérir un modèle unique à prix raisonnable malgré les défis. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type de contenu.